On va parler justement un peu plus de ce pouvoir mental, les capacités et ses dérives. Lorsqu'on travaille sur les phénomènes psy, on se demande légitimement de quoi ça relève. En fait, la manifestation du mental peut nous induire, on le sait, souvent en erreur, que ce soit par les croyances, par l'imaginaire, par les problèmes psychologiques. D'après toi, qu'est-ce qui témoigne d'une manifestation extrasensorielle et inversement d'une fabrication mentalisée, idéalisée, voire un problème psy? Et c'est toujours d'après toi. Qu'est-ce qui différencie, c'est ça Voilà, d'une manifestation Oui, vraiment oui, extrasensorielle et d'une fabrication mentalisée, en fait, soit d'un problème psy, oui, de maladie oui, psy oui, ou autre, oui. quoi. Bah, alors, c'est très difficile à expliquer parce qu'en fin de compte, il faut le vivre hein, en Mm. perception dite extrasensorielle. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'analyse. C'est-à-dire qu'on va voir quelque chose qui va s'imposer sans rechercher nécessairement, sans rechercher l'information, une image qui va s'imposer au mental. Et à partir de là, là aussi physiquement, je parle pour moi, physiquement, il va y avoir un ressenti physique qui est complètement à part d'un autre ressenti. C'est-à-dire que le corps, il va garder une trace, une empreinte, on va garder pendant quelques minutes, quelques heures, et on sait que c'est hors norme. On n'est pas dans quelque chose de normal, comme quelqu'un qui fait un rêve prémonitoire où le matin il va se réveiller, il va se dire mais ça ne correspond pas, je n'ai pas un même ressenti physique de ce que j'ai pu ressentir avec un rêve dit ordinaire. Donc les perceptions dites extrasensorielles, déjà il y a ce qu'on appelle, enfin le terme est bien choisi, c'est la double vue. Parce qu'une perception extrasensorielle, en général, on a, comme moi je peux voir, je peux te voir, mais en même temps, derrière vient s'imbriquer aussi une forme d'une autre image. C'est ce qui arrive en recherche judiciaire, par exemple, ou si on assiste au déroulement d'un meurtre, par exemple, qu'il y a pu y avoir. Là, on va avoir, moi personnellement, je garde pendant une semaine, j'ai ma vue actuelle, enfin ma vue telle que je regarde, mais en même temps, sur une semaine, je vais avoir en mémoire ce que j'ai vu. Donc je vais garder Mhm. ça. En même temps que je te regarde, je vais avoir la vue d'autre chose. Voilà, un petit peu comme une paire de lunettes à double foyer, Mhm. de choses différentes. Mais c'est quelque chose, oui, on en revient encore à comme quoi le corps transmet certains signaux dans un type de perception où on va savoir intimement que ça correspond à une perception et non pas à la fabrication du mental. Et puis il y a aussi le fait, on peut savoir aussi lorsqu'on a les informations après, bien évidemment. C'est-à-dire lorsqu'il y a quelque chose qui peut être vérifié par rapport à une information qu'on a donnée, qu'on a observée. Et ça, c'est très important. Dans une expérience scientifique ordinaire, je l'ai abordé un peu tout à l'heure, on parlait du chercheur qui va observer un petit peu les idées disparates, parce Mhm. que là c'est vraiment disparate. Mhm. Je dirais que observer demande vraiment une implication de communication. Là je parle vraiment de communication Mhm. et d'introspection avec une conviction d'éthique quand on est dans un cadre scientifique. Hein. Donc je pose déjà Oui, le pavé. Hein. oui. À ce propos, quelle est la tienne sur le sujet de la médiumnité, ton éthique? Bah, mon éthique pour la médiumnité, encore une fois, c'est qu'elle ne doit pas être influencée. Je veux dire, la médiumnité ne doit pas être ternie par des clichés, déjà à la base. Quelqu'un qui veut travailler de façon en médiumnité dite expérimentale, scientifique, etc., ne doit pas avoir, à mon sens, c'est très difficile de travailler un médium qui a des croyances. C'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, il y a une absence d'objectivité déjà d'une, puisqu'on part sur des croyances, donc il y a un conditionnement, il y a une influence. Les idées vont être influencées à nouveau, donc on le sait. Et dans ces cas-là, moi, la médiumnité, l'éthique, c'est d'avoir, enfin, c'est de ne pas imposer aux autres non plus certaines croyances,
c'est ça aussi par rapport à la médiumnité. Et et que la médiumnité doit être dépourvue de tout cliché. Pour moi, c'est l'éthique même de ça. C'est-à-dire savoir comment on utilise la médiumnité, mais pas à mauvais escient, sous couvert d'eux. Voilà. Quand je dis sous couvert d'eux, c'est-à-dire, voilà, par exemple, je pratique la médiumnité, mais en même temps, je vous diffuse un petit peu certaines choses, et un petit peu, voilà, qui font craindre quand même. Donc, non, pour moi, là, c'est une médiumnité dite sans éthique, si ce n'est que, est-ce vraiment une médiumnité pour certains? Parfait. On va évoquer un point de... j'ai effacé. On va évoquer un point, celui du souvenir. Oui. On a pu un petit peu en parler tout à l'heure. Oui. Un souvenir, donc, on le développe, c'est un processus mental. On est d'accord. Il Oui. est global, Oui. j'ai attention bossé, finalisé, j'ai envie de dire même répertorié, parce que c'est le mot qui m'est venu. Donc, Oui. il peut être répertorié, Oui. il peut être imaginaire, de l'ordre d'une fiction ou d'un savoir. Mhm. Bref, il est mémorisé, conceptualisé dans notre mental. Qu'en est-il d'un lieu? Comment le souvenir capté d'un lieu et capté par le mental peut-il être expliqué? Et bon, quelque part tout à l'heure, tu as un petit peu expliqué qu'on ne pouvait pas l'enlever comme on Oui. pouvait le nettoyer, La tout ça. mémoire, oui. Donc ça a été expliqué, on va Oui. pas faire de la redite. Oui. Donc peux-tu nous expliquer comment est capté ce lieu par le mental? Alors pour moi, hein, en Oui, tout oui, cas, donc la mémoire d'un lieu, je la reçois sous forme visuelle, déjà. Donc je vais voir ce qui se passe ou en flash, ou visuellement en flash, c'est-à-dire que d'un coup, je peux avoir sur une mémoire une image qui va se dessiner, qui n'est plus propre, qui n'appartient plus à ce monde, mais qui appartient à un monde du passé, hein, si je peux dire. Hein. Par exemple, je vais me trouver sur un lieu là où il y a un parc, et puis d'un seul coup, visuellement, je vais pouvoir décrire le château qui y était. Enfin, je prends un exemple tout basique, ou une pièce, ou quelque chose. Voilà, donc, mais il n'y a pas d'interaction avec, comme je disais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer avec, mais par contre, on peut décrire. Donc, il y a cette perception dite visuelle, et donc pour les mémoires, en général, on n'a pas nécessairement dans un ordre chronologique, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vision d'année 1920, et puis d'un seul coup, on va descendre à 1800, et vice-versa, 1920, 1940, enfin bref. Je ne vais pas choisir non plus le moment, hein, ça va s'imposer, l'époque va s'imposer d'elle-même. Donc il y a la perception visuelle qui est accompagnée d'une perception dite auditive aussi, donc ce qui va pouvoir permettre de canaliser complètement cette mémoire, de la décrire, de la définir aussi. Qu'est-ce qui s'est passé là, effectivement. L'olfactif aussi, bah oui, hein, la fonction d'un lieu, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas moi par exemple, il y a des odeurs de poudre, hein, de canon, de trucs comme ça, c'est des trucs de bataille ou même des choses très agréables, hein. On parle toujours de choses très désagréables, mais en fin de compte, ça peut être extrêmement agréable aussi. Voilà, perception, oui, je reviens à la perception auditive, on peut entendre de la musique par exemple, sans nécessairement entendre des bruits de canon ou des choses comme ça, on peut se trouver sur n'importe quoi. Donc, et puis gustative aussi, hein. Perception gustative, tout ça, c'est identique, on retrouve les mêmes caractéristiques pour le contact défunt dans les différentes formes de manifestation, dans les différentes perceptions, que pour la mémoire. Voilà. Simplement, on ne peut pas poser de questions à la mémoire. Voilà. Donc c'est très visuel, hein, c'est très visuel. Visuel et en même temps physique aussi, hein, c'est-à-dire qu'on va voir une image ou un personnage, il ne va pas regarder vers nous. Nous, quand on regarde la télé, ils ne vont pas se tourner vers nous nécessairement, mais on ne va pas pouvoir leur parler non plus, ils ne vont pas nous répondre, ils s'en foutent complètement. Mais on va ressentir, par exemple, on va voir quelque chose, on va ressentir peut-être un symptôme aussi en regardant cette mémoire-là, ça va renvoyer quelque chose quoi, de physique. Voilà. Donc on a les similitudes sont à peu près identiques avec le contact défunt, sauf l'absence d'interaction, comment dire, de communication.
Ouais, c'est parfait. Voilà. C'est bien précisé. Ça permet aussi de remettre aussi en place le fait que dans ce lieu, voilà, je Voilà. vois que le lieu me parle. Voilà. Voilà, Et c'est ce qu'il ça. faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun danger. Alors, je précise, je reviens au contact défunt. C'est l'idée qu'on s'en fait, il n'y a pas de danger, un défunt ne mord pas. Et la mémoire, alors la mémoire peut être agressante parce que s'il s'agit d'une mémoire difficile, effectivement, si on est réceptif, il y a des choses qu'on peut entendre, etc. Mais il n'y a que le déménagement, hein. Si vous voulez être tranquille, c'est le déménagement et rien d'autre. Je suis désolée pour ceux qui ont des problèmes avec leur mémoire. On revient sur l'immobilier. Oui, voilà, exactement. Cinquième partie, les tromperies, idées reçues, charlatanisme et autres bêtises mystiques. On va un petit peu les aborder dans ce pan-là. Oui, On découvre une grande tendance aux médiums voyants, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Autoproclamé, qu'en penses-tu de ces personnes? Ça risque d'être sommaire parce qu'on l'a un petit peu déjà évoqué. c'est-à-dire se dire, voilà, il y a un don, moi je l'ai et personne d'autre là, en fin de compte, ce qui est complètement démenti, en plus par des études qui ont été faites, c'est-à-dire au niveau cérébral, qui montrent bien, même pour des personnes qui se sont prêtées à des expériences, qui ne se disaient pas médium du tout, mais on a constaté avec certaines expériences qu'en fin de compte, il y avait quand même que le cerveau lui-même délivrait certaines choses de façon, même des personnes très rationnelles, et qu'il y avait une forme de médiumnité qui était là de toute façon. Donc il ne s'agit pas d'un don donné par quelqu'un, on n'est pas unique quand on a un don, mais c'est une capacité qui est inhérente à tout le monde, voilà, que tout le monde a. Donc, voilà, il y a déjà ça. Ensuite, on en revient sur les défunts. Donc, effectivement, il n'y a pas de danger. Le danger réside dans la peur qu'on a de quelque chose, dans les idées qu'on a reçues, dans la dépendance aussi. Ça, par contre, c'est extrêmement important. On n'en parle jamais. Par exemple, la fameuse écriture automatique, où, dans bien des cas, il s'agit du conscient, de l'inconscient aussi, qui est là. Et quelqu'un qui est en attente de quelque chose et qui n'a pas de réponse, au bout d'un moment, il va vouloir à nouveau essayer, il n'aura rien, et on rentre dans des processus psychologiques, je dirais, extrêmement dangereux. Voilà. Donc il y a une addiction qui se produit avec certaines pratiques, et là, c'est là où est le danger. Ce n'est pas le défunt qui met en danger, hein, qui que ce soit, mais c'est plutôt je dirais, l'aspect psychologique qui est là et comment on aborde tout ça. Voilà. Alors, inutile de dire que pour des personnes qui sont un petit peu fragiles d'esprit, il vaut mieux éviter quand même les genres d'expériences, mais pour les raisons que j'ai citées et pas pour les autres. Voilà. Il y a beaucoup d'intérêt autour de certains avec l'évocation et la vulgarisation, j'ai envie de dire, des entités et autres âmes malfaisantes qui collent les vivants, sans parler de réincarnation, de mémoire akashique et autres. Que penses-tu de tout cela et des rituels qui sont aussi pratiqués lors de ces choses-là? Oui, les rituels qui sont pratiqués, moi, comme je dis, j'ai rien contre, hein. Personnellement, je ne les pratique pas. Mais chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense sincèrement que même si l'on ne s'entoure pas de rituels, on ne va pas courir à la catastrophe. Voilà, tout simplement, je suis encore là. Nombre de gens que je connais qui sont gravitent dans le domaine de la parapsychologie sont encore là. Pour ne pas citer Eric Ferson, qui est investigateur de renom, mais quand même assez connu depuis quand même plus de 25 ans, hein, spécialiste du domaine des hantises, etc. Eh ben dis donc, il est encore là, dis donc. Il ne s'est pas fait mort d'une seule fois. Donc voilà, donc nous sommes là et il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Alors maintenant, les entités qui collent aux gens, etc., ben encore là, oui, hein, c'est issu quand même de choses qui ont été divulguées à travers divers ouvrages. Non, un défunt ne colle pas quelqu'un. Hein, voilà. C'est l'idée aussi qu'on peut s'en faire en se disant Père qui est là, donc à chaque moment que je me déplace. Et puis s'il est là, surtout, c'est qu'il doit être malheureux. Il y a aussi cette notion là où il ne peut pas partir, où il ne peut pas, etc., etc. Et donc là, on se fait déjà une idée par rapport à ça. C'est pas parce que vous avez un défunt qui est présent sur un lieu qu'il est nécessairement malheureux. Hein. C'est simplement parce que, comme vous partez dans un pays étranger, vous revenez chez vous, vous avez envie de revenir, etc.
Et puis il y en a qui reviennent aussi pour voir un petit peu comment se comportent un petit peu les personnes de la famille, pour les aider aussi. Voilà, donc il ne faut pas rentrer non plus dans je dirais, des théories un peu vaseuses, ces espèces de théories qui créent des malaises systématiquement chez les gens et qui les enferment dans même des souffrances, hein, des souffrances assez importantes quand même, après, quoi. Elles sont déstabilisées psychologiquement, elles ne peuvent pas avancer dans leur deuil. Quand je dis avancer, je ne dis pas faire le deuil, parce qu'on ne fait jamais le deuil de quelqu'un, ce serait mentir. Mais par contre, on peut progresser pour aller un petit peu plus, pour faire de nouveaux pas dans la vie. Et ça, c'est important aussi. Donc, voilà, alors il faut un petit peu quand même apprendre à rester objectif et, et ne pas aller toujours dans le négatif, quoi, dans l'analyse négative des choses. Voilà. J'ai aussi envie d'évoquer avec toi un point qui me tient notamment à cœur, l'envie de parler des trans, des incorporations et possessions. Je te pose la question, alors ces phénomènes sont-ils à mettre tous dans le même panier? Non, non. Alors la possession, là, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, on a vu un tas de, comment dire, de films, les possessions, l'exorciste, etc., etc. Alors, bon, il y a quand même, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la base, il y a quand même beaucoup d'origines dites psychiatriques. Il y a des pathologies qui ne sont pas encore connues à l'heure actuelle, et on associe ça, lorsqu'il n'y a pas d'explication, souvent à des phénomènes dits de possession. Alors, qu'est-ce qu'une possession? Alors, normalement, on en revient à la définition où il s'agit d'un démon, du diable qui rentre dans le corps d'une personne et puis qui fait ce qu'il veut, quoi, en fin de compte. Donc, pour moi, personnellement, il n'existe pas, il n'y a pas de possession. La possession, c'est une énergie, effectivement, qui, on n'a pas l'origine, qui justement est présente, mais d'ordre pathologique, je répète. Mais à partir du moment où on parle de quelque chose de démoniaque, là, je suis beaucoup plus dubitative. Voilà. Alors, l'incorporation, c'est autre chose. Alors, l'incorporation, c'est un phénomène dit de médiumnité. La différence avec la possession, enfin, je ne vais pas dire la différence, je vais dire ce qui est commun avec le phénomène dit de possession, c'est simplement l'introduction d'une énergie dans le corps d'un médium. Voilà. Pour le côté possession, je ne parle pas de médium, hein, je parle d'un être humain, enfin un être humain pour l'incorporation aussi, mais plus avec des facultés dites médiumniques. L'incorporation peut être un outil de travail. Donc déjà, l'incorporation se fait avec l'accord du médium. Voilà. C'est un défunt qui prend, je ne vais pas dire possession, ça ne me plaît pas, mais disons qu'il incorpore au fur et à mesure le corps du médium pour affiner des informations, etc. C'est aussi un état dit modifié de conscience. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe durant une incorporation? Eh bien, il peut y avoir alors changement de voix, changement d'attitude, etc., etc. Il peut y avoir une incorporation complète, c'est-à-dire où le défunt prend, entre guillemets, les commandes motrices, les éléments moteurs du médium, pour montrer qu'il s'agit bien de lui. Donc dans la démarche, dans la marche, dans l'attitude, dans l'expression faciale aussi. Et ça, c'est important. Voilà. Alors c'est quelque chose qui est rare, mais par contre qui peut, moi dans ma pratique, lorsque je commence, parce que quand je contacte, enfin quand je suis en communication avec les défunts, je ne reste pas assise. C'est-à-dire que je me lève et au fur et à mesure, je vais donner les informations. Et il m'est arrivé assez souvent d'avoir des gens qui me disent, on reconnaît l'expression, on reconnaît les yeux, on reconnaît le regard, quoi, et l'attitude, la façon de marcher. Tout simplement parce que le défunt qui est dans la pièce se rapproche au fur et à mesure, un petit peu comme une décalcomanie. Et pour un consultant, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il se sent beaucoup plus proche aussi, je dirais, du défunt. Voilà. Donc l'incorporation, c'est plutôt un outil supplémentaire
pour un contact défunt qui n'est pas nécessaire systématiquement, hein, mais qui peut intervenir comme ça. Moi-même, je sais si c'est possible ou pas de me laisser aller par rapport à ça, par rapport à la psychologie du consultant. Et c'est quelque chose que je ne propose jamais, en tout cas. Voilà. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça, parce que les personnes endeuillées sont extrêmement fragiles. Mais le tout, c'est de les mettre de comprendre leur motivation quand elles veulent un contact, et de savoir si ou pas on peut aller plus loin au niveau de la médiumnité. Et dans ces cas-là, pourquoi pas laisser un petit peu ce processus de décalcomanie, si je peux dire, s'installer. Voilà. Dernier point sur la médiumnité comme outil pour des collaborations du genre scientifique, Oui. judiciaire aussi, Oui. archéologie, bref. Oui. Tes capacités ont été largement exploitées. Dans quel cadre as-tu pu mettre en service celle-ci? Est-ce que tu peux nous développer quelques collaborations? Oui, donc la capacité dite extrasensorielle dans le cadre de recherche généalogique. Recherche généalogique pour déterminer la situation, enfin l'emplacement d'une branche quoi, au niveau ancêtre, soit descendant, etc., enfin, paternel, maternel, etc., les localiser aussi, où ces personnes-là ont pu vivre, où elles ont vécu, où elles sont actuellement aussi. Donc en généalogie, ça permet justement d'avoir de plus amples informations, aussi sur l'identité de certains ancêtres, c'est-à-dire affiner leur personnalité. Donc ça, c'est très très important aussi. Donc oui, pour la généalogie, ça se traduit à travers ce type de recherche. Voilà. Donc il m'arrive d'en faire de temps en temps pour localiser effectivement. Maintenant, en ce qui est judiciaire, moi j'ai travaillé beaucoup à titre dit expérimental, surtout parce qu'en France c'est quand même assez difficile de collaborer avec je dirais au niveau judiciaire, donc c'est assez compliqué. Donc je n'ai pu le faire qu'à titre expérimental, mais avec des personnes qui sont issues justement de tout ce qui est judiciaire. J'ai travaillé avec un analyste en criminologie, notamment sur un dossier qui n'arrivait pas, enfin, qui n'était plus en cours, disons, mais ce dossier-là a été sorti et j'ai pu travailler un peu dessus. Je peux pas en dire plus. Voilà. Donc il y a ce type de personnes qui peuvent quand même me contacter pour eux, hein, pour leur propre recherche personnelle aussi, et par un intérêt aussi qu'ils peuvent avoir par rapport à la clairvoyance, la médiumnité et les méthodes qui ne sont pas conventionnelles du tout, mais qui les intéressent parce que ça permet quand même d'ouvrir certaines pistes, de se faire et d'orienter certaines choses. Voilà. Donc pour le judiciaire, il y a ça. Pour l'histoire, c'est autre chose là aussi. Pas nécessairement à titre expérimental, c'est souvent pour confirmer justement l'histoire d'un lieu, pour donner d'autres indications, ou si quelqu'un ressent une présence dans un cadre historique, etc., ou si on se pose des questions sur l'évolution, sur un fait historique aussi qu'on n'a pas compris, et donner certains détails, oui, donc j'ai pu travailler pour ça, effectivement, pour déterminer l'origine, ce que pouvait ressentir quelqu'un dans un lieu précis, mais qui a eu un passé assez important. Oui. Quels sont les critères que tu prends en compte quand tu décides d'intervenir pour un organisme comme tu as pu parler? Bah déjà, ce qu'il faut voir, c'est le type de personne qui me fait la demande, déjà d'une, et puis son objectif. Voilà. Si c'est à titre de curiosité, je vais le sentir de toute façon. Donc je vais refuser je dirais la demande. C'est quelque chose que je vais ressentir tout de suite dans la façon de la personne de me demander, de s'exprimer, ses attentes. Et donc dans ces cas-là, oui, je vais exprimer un refus, ou ça va être refusé, ou ça va être accepté.
Donc, tout dépend, oui, du demande. Enfin, Ouais, du contenu. Dans quel but? voilà, Mm, mm. dans quel but, comme pour le contact défunt aussi d'ailleurs. Non, très sélective encore. Oui, On continue oui, toujours sur la même oui, oui, directive, hein, oui, cette fameuse ligne de oui, conduite. oui, 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 oui. Quels sont les avantages les plus importants que tu as tirés de ce type d'expérience collaborative d'ailleurs? Ah ben le type d'avantage, c'est que le type d'avantage, c'est se rendre compte que à nouveau comment fonctionnent mes capacités, quoi. Mes limites, où sont mes limites. Et puis le plaisir aussi de rentrer dans des univers qui sont complètement, qui habituellement ne sont pas atteints par tout le monde. Je parle des mémoires, par exemple, et puis la connaissance je vais dire de défunts, enfin leur profil, si tu veux. Oui, puis être conscient quand même, bon, que lorsqu'on a, un type de capacité, pour moi, c'est plutôt une satisfaction. Puis la satisfaction aussi d'avoir des personnes qui, je dirais, qui ont été satisfaites des informations que j'ai pu donner. Mais lorsque je travaille, je n'ai pas de fatigue. Je ne suis pas quelqu'un qui... je ne fatigue pas, c'est plutôt une énergie qui est renouvelée en moi. Donc je me sens très bien finalement. Voilà. C'est la diversité de ce que peut m'offrir la médiumnité. La diversité dans la façon de ce que je vois, la diversité des lieux, hein, si sont dans des recherches, des demandes aussi. Voilà, non, c'est une grande satisfaction parce qu'il n'y a pas quelque chose de, comment dire, euh, c'est pas routinier non plus. Et c'est tellement enrichissant pour soi, quoi, enfin, d'explorer oui, la médiumnité, la capacité, les limites à nouveau, enfin, tout ça, quoi. Et le contact aussi, ça permet un contact. C'est un métier de communication. Ça, c'est important. C'est pour ça d'ailleurs que je propose souvent des conférences, des soirées à thème autour de tout ça. Et donc, voilà, c'est le lien avec les gens et puis aussi le plaisir de remettre les pendules à l'heure quelque part, bien évidemment. Un petit peu de les sortir de certaines idées qui les poursuivent même des fois depuis des années, mais qui, mine de rien, les gangrènent complètement. Oui, qui gangrène Ouais. complètement. Et le but aussi, c'est se sentir ébranlé. Si tu es ébranlé, tu vas rechercher, tu Tout à vas fait. être curieux. Sois curieux. Oui, oui, oui. Sors ta zone un petit peu Oui, et oui. va voir ce qui se passe à côté au lieu de rester Oui, oui, c'est ça. centré, hein. C'est ça. C'est ça, ouais. Oui. Dans quoi as-tu envie de t'impliquer au jour d'aujourd'hui? Alors, dans quoi que j'ai envie de m'impliquer c'est-à-dire, je crois que j'ai fait le tour à peu près quand même de tous de ce que je peux faire, quoi. Voilà, et je vois pas en fin de compte, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre qui puisse m'apporter autant de plaisir, autant de prise de conscience de ce que j'ai, voilà, de ce que je peux mettre à profit. Moi, bon, il y a effectivement, je pensais à l'écriture d'un livre qui est un petit peu assez particulier, mais voilà, donc quand même point central, c'est quand même une biographie, mais le parcours aussi. Voilà, il n'y a pas que ce qui est, je dirais, définition de la médiumnité, etc., comme on peut le voir dans beaucoup de... C'est tout le parcours, mais tout ce qu'il y a derrière aussi. C'est pour montrer qu'un médium n'a pas nécessairement le profil qu'on attend, qu'un médium n'est pas nécessairement oui, non, pas du tout. Un médium, c'est quelqu'un comme tout le monde, avec ses défauts, ses qualités, pas nécessairement un passé comme on peut l'entendre. Voilà. C'est quelque chose de spécial à part. Je sais pas, pour moi,
Je pense qu'on retrouve trop dans certains ouvrages écrits par des médiums, il y a beaucoup de choses qui sont similaires en lecture, je trouve. C'est-à-dire on tourne toujours autour du paranormal, mais on ne tourne jamais autour de la personne. Et c'est pourtant ça qui détermine les capacités de quelqu'un aussi, c'est-à-dire le vécu d'avant, quoi. Qu'est-ce qui a pu le formater comme ça, même dans sa personnalité, qu'est-ce qui a pu lui donner un lâcher-prise, qu'est-ce qui a pu le faire avancer, qui sont les personnes qui ont pu le motiver, voilà, il y a tout ça, quoi. Donc, si quelqu'un veut lire ce que je vais écrire, enfin, ce qu'il y a un cours d'écriture, eh bien, il ne faut pas qu'il s'attende, surtout pas à ce que je parle des anges ou ce genre de choses-là. Traiter la parapsychologie, le parcours, parler bien évidemment de tout ce qui est paranormal, etc. Mais là, encore une fois, avec des indications qui mettent en valeur le paranormal, mais qui en même temps démontent aussi certaines choses. Voilà, le but c'est ça. Mais je pense qu'il n'est pas bon toujours d'ignorer la personne en tant que médium, puisque tout part de là. C'est-à-dire, il n'y a pas de faculté sans médium, quoi. Donc tout part de là. Voilà. Et le médium aussi dans ses aspérités. Il est bon aussi de le voir comme Tout à ça. fait. Le médium n'est Tout pas à fait. parfait, est un être comme tout le monde, est un Tout à être fait. lambda. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on peut être anticonformiste, on peut être... oui, ne pas avoir le profil qu'on attend, quoi. Voilà. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un d'athée. Donc, des fois, il y a des personnes qui me disent « Ah bon, vous êtes médium ?» Ben oui, effectivement, oui, ça existe, quoi. Il y a une évidence, ça existe, quoi. « Ah bon, vous avez fait ça ?»« Ah ben oui, oui, oui. » Donc, oui, c'est pour les sortir un petit peu quand même de leurs idées, quoi, qui sont quand même bien, bien ancrées. C'est pour ça alors que en ayant le peu de satisfaction de certaines biographies que tu as pu voir sur les étalages, que tu avais aussi envie de poser ton pavé et de dire attends, il manque ça, je vais leur apporter aussi. Ben, c'est vrai que ça fait longtemps que j'y pense, quoi, parce que au bout d'un moment on se dit on est prête, on n'est pas prête. Ça n'empêche pas qu'à l'heure actuelle je freine encore un peu en écriture, mais je freine. Mais il va aboutir, hein, il n'y a pas de raison. Mais je crois qu'il ne faut pas forcer, mais il ne faut pas ignorer ce qu'on est. Voilà, il ne faut pas ignorer ce qu'on est parce que c'est la personne qui fait le tout aussi, quoi. C'est la personne qui fait le tout et c'est aussi... et en fonction, on a été comme ça, donc c'est ça qui est déterminé, etc. Le profil est déterminé par l'enfance, il est déterminé par un tas de choses, par les personnes qu'on côtoie, le milieu dans lequel on évolue. Donc ça, c'est important. Et puis c'est surtout important d'accoucher d'un livre, en fait. De le laisser mûrir et oui, puis... oui. C'est intime. C'est intime et il ne faut pas se précipiter non plus. C'est vrai que c'est intime. Donc les mots doivent être... il ne faut pas hésiter à... c'est un livre où il ne faut pas se voiler la face. Voilà. C'est... oui, il n'y a rien à cacher en fin de compte. Il n'y a rien à cacher. Comme je dis à chaque fois, où on ne peut pas plaire à tout le monde, où ça passe ou ça casse en fin de compte. Voilà. Il est à l'image de la personne, donc on l'attend avec impatience. Bon sang. Oui, non, il va arriver. D'ailleurs, en parlant d'actualité, est-ce que tu as d'autres actualités qui vont se profiler à l'horizon? Oui, alors là, je prévois par exemple pour le 10 décembre, bon, déjà je suis sur Facebook, donc pour les personnes qui veulent me contacter, il n'y a pas de souci. Ils peuvent me contacter par Facebook. Autrement, j'ai un site, wifeo.com, Michel Laurence. Donc, ce qui se profile, oui, c'est plutôt des journées à thème, soirées à thème autour de la parapsychologie, du paranormal, etc., pour bien définir certaines choses, aussi aborder des questions que les gens n'abordent pas nécessairement, par exemple la médiumnité, les enfants, etc. C'est sortir des sentiers battus
et trouver aussi se faire des idées, enfin une idée de certaines choses. Voilà. Impeccable. On va évaluer un petit peu cette petite boîte des questions du bonheur. On passe à la deuxième partie. Les petites questions ont été mises dans un bol et Michel va touiller et bien sûr piocher une question. Sans tricher. Sans tricher, surtout si tu arrives à décrypter mes phrases, ça sera déjà pas mal. Non, mais je suis sûre que ça va être bon. J'ai une écriture pourrie. Non, mais non, pas comme ça. Donc attention, J'y vais. première question. Oui, alors je touille. Tu touilles. Il y en a une qui est en dessous, je suis toujours compliquée. Voilà. Alors, j'ai pas mes lunettes. Trop drôle. Alors, qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans l'avenir? Qu'est-ce qui m'inquiète le plus dans l'avenir? Je sais pas trop, en fin de compte. Je suis d'un naturel optimiste, moi, donc c'est assez difficile, quoi. Si ce qui peut m'inquiéter dans l'avenir, c'est... Si je vais sur le côté professionnel, c'est comment les choses vont... Enfin, j'ai pas... Pour la France, j'ai franchement pas trop de... Pas d'inquiétude. Tu peux dire rien. Parapsychologie. Bon, j'ai pas l'impression que ça avance des masses, mais enfin bon, je peux toujours espérer. Mais non, il n'y a rien qui m'inquiète en fin de compte dans l'avenir. Non, je suis d'un naturel optimiste. J'écoute très très peu les informations, déjà d'une. Donc, ouais, il y a des choses qui ne m'intéressent pas forcément, moi. Si, il y a peut-être une chose qui peut me tracasser dans l'avenir, c'est par rapport à la tolérance sur certaines choses. Ça c'est important. La tolérance, que ce soit sur le plan de vue, je veux dire, diversité, voilà, sur l'homosexualité, sur enfin, tout ce qui est social, disons. Ça, oui, ça me tracasse un petit peu de savoir comment les choses vont évoluer. Voilà. Eh bien, c'est parfait. C'est une des tracasseries. Allez, première question validée. On entame la deuxième question. Alors, deuxième question. Quel suspense! Oui. Oui. Alors, si j'arrive. Ouais, elle peut lier en 64 fois. Dis donc. Ah oui, celui-ci, il faut le vouloir. Hein. Ah, punaise. attends. En fait, c'est un origami. Ce Non, que mais j'ai pas dit. C'est que j'ai pas mes lunettes, alors je vois pas le papier. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus pour l'avenir? À Encore l'oculiste. Allez voir l'oculiste. Alors, quel... Voilà. Ah, quand même. Qu'est-ce qui te fascine? Oh punaise. Qu'est-ce qui me fascine? Ça peut être plusieurs... moi, j'aime bien les gens qui sont très créatifs, quoi. Ça, oui, ça me fascine complètement. La création, l'art... oui, je suis très fascinée par les gens qui ont du talent, qui ont les personnes, les inventeurs, tout ça. Ouais, ça me fascine. Ouais, il y a des choses. Tout, en fin de compte, tout ce qui peut toucher l'art, il y a certaines personnes qui ressortent, même. Moi, des fois, je pense à la photographie, par exemple. Il y a d'excellents photographes. Moi, par exemple, les photographies d'Oano m'ont toujours intéressée. Non, c'est fascinant ce qui peut être fait, quoi. Voilà, les photographies de la belle époque, tout ça. Oui, c'est des petites choses qui me fascinent, ça, par contre. La créativité, mais déjà, comment les gens pouvaient créer, avoir un tas d'idées comme ça, même un siècle passé, avant, quoi. Voilà. Non, ça me fascine. Voilà. Validé. Troisième question. Troisième papier origami. Oh oui. Alors. Et tu te débrouilles à merveille, hein, sans lunettes. Attends, pas trop vite. Qu'est-ce que... Ah mais putain, qu'est-ce qui me manque? Quoi? Attends, rendez-vous à l'orthophoniste.
Qu'est-ce qui me manque jamais de... Qu'est-ce qui ne manque jamais de te frustrer? Qu'est-ce qui te frustre à chaque fois, quoi? Qu'est-ce qui me frustre à chaque fois? Quelque chose qui peut être évoqué ou un truc qui, à chaque fois que c'est sur Ce le qui tapis, me ça te frustre frustre. à chaque fois, c'est de pas que honnêtement, c'est au niveau de mon bouquin. Je suis encore un peu frustrée parce que il avance, hein, mais voilà, moi, je suis quelqu'un à la base qui est impatiente. Donc, je suis un peu frustrée par moi-même. Mais qui me frustre, non. Non, autrement, je vois pas trop. Non, comme mais ça, si, ça, tu vois très bien. Ça revient pas mal hein, sur le Voilà. tapis depuis peu. Hein, donc, il va falloir que. Voilà. Hein. Non, mais je suis frustrée, oui, par rapport aussi aux avancées dans tout, quoi. Je suis frustrée par rapport à cet esprit cartésien qu'il y a en France pour beaucoup de choses, cette absence d'ouverture, d'intérêt pour certaines choses, quoi. Voilà. Et qui fait aussi que beaucoup de gens aussi se sentent aussi à l'étroit. Hein. Aussi. Donc, effectivement. Et on revient Oui, aussi effectivement. alors là, à l'étroit et on revient sur Ouais. le côté des croyances Ouais. et des préjugés. C'est ça. Donc ça me frustre énormément. Donc on y revient. Voilà. Quatrième question. Alors, quatrième question. Alors là, bien sûr, je me tais. Hein. On sait jamais. Alors, quelle est ta plus grande reconnaissance? Alors ma plus grande reconnaissance, en fin de compte, je suis reconnaissante à quelqu'un, par rapport à quelqu'un que je connais depuis des années, qui s'appelle Eric Ferson. J'y reviens. Parce que c'est quelqu'un qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà, dans ce domaine-là, comme je redis qu'Eric, c'est une personne qui s'intéresse, qui est mentaliste à la base, qui est conférencier, spécialiste des hantises, etc. Et c'est quelqu'un aussi qui m'a aidé, soutenu dans ce que j'ai pu faire depuis le départ, quoi. Voilà, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. Et pour moi, c'est quelqu'un de très très important dans ma vie. Voilà, donc s'il entend, à bon entendeur, salut, comme dirait. Voilà. Ça me donne envie de le rencontrer. Ah, c'est vrai. Dernière question. Après avoir parlé d'Eric, qu'on salue à cause de la batterie qui s'est éteinte. Oui, c'est peut-être en pensant à lui. Big up. Hop, baissez le rideau. Alors, quel est Quel est ton... mon but? J'ai pas de. Mon but, c'est à travers ce que je fais, c'est voilà, que les gens puissent un petit peu. Je dis pas que j'ai la science infuse, hein, bien entendu, mais disons que les gens puissent prendre conscience à travers ce que je diffuse de certaines choses, quoi, qui sont pas forcément. Prendre conscience de certaines choses qui peuvent plutôt leur être positives que négatives, quoi, dans ce qu'ils ont acquis. Voilà, c'est de leur faire accéder à certaines idées, certaines recherches aussi, et que leur faire prendre conscience que la vie n'est pas... Quand il y a la mort n'est pas une fin. Voilà. Et il y aura bientôt le livre. Deuxième but. Voilà. Merci beaucoup Michel. Merci de nous avoir accordé tous ces instants. Oui. Et puis C'est moi qui te remercie. Je vais te faire un gros câlin parce que je suis contente. Prochaine boîte. Il va y avoir des jaloux, mais c'est pas grave. Prochaine boîte, à bon entendeur, prochaine interview.